Les croyances sont des généralisations. J'ai fait une expérience qui a été peut-être très forte quand j'étais plus jeune, et de cette seule expérience, j'en ai tiré une généralisation et donc une loi à laquelle je crois, sachant qu'il y a un aspect derrière qui est celui de la métacroyance, et c'est là que les problèmes commencent, c'est que chacun de nous croit que ce qu'il croit est vrai. Donc voilà, c'est là que ça se complique un peu. Ouais. Et je demande pardon pour les jeux de mots, mais on ne peut pas le faire autrement. Hein. Quand on fait les couches, c'est un peu comme les lasagnes. À un moment donné, on perd un peu, on ne sait plus qui est dessus et qui est dessous. Bienvenue sur le podcast Upside Strength, la meilleure ressource fitness et performance en Suisse. Aujourd'hui, je reçois Mario Bucciarelli, coach de rugby, spécialiste en préparation mentale et coach professionnel certifié. Mario, bienvenue sur le podcast. Merci Sean de m'avoir invité, c'est un plaisir d'être ici. Merci à toi Mario. Pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Alors, comme tu l'as dit, je suis coach professionnel certifié, je suis membre d'ICF, qui est l'International Coaching Federation. On a changé de nom cette année pour fêter la 25e année d'existence de l'ICF. Mm-hmm. Et j'ai donc un niveau d'accréditation PCC qui est l'avant-dernier vers le haut, j'entends. Ouais. Et je suis maître praticien en programmation neurolinguistique. Mm-hmm. Donc, je m'occupe beaucoup de coaching mental et de coaching aussi. Et puis dans le rugby, voilà, je suis expert en GS Rugby Office fédéral du sport. J'entraîne à Stade Lausanne, où je suis l'entraîneur principal. Mm-hmm. Et par le passé, j'ai été entraîneur de sélection et directeur technique national de la fédération. Voilà. Super. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de PNL pour commencer, donc programmation neurolinguistique. Est-ce que tu peux expliquer en quoi ça consiste exactement et comment ensuite toi tu l'utilises? Tu portes beaucoup de casquettes, comme tu viens de le dire, donc comment tu l'utilises au travers de ces différentes disciplines et voilà, avec ces différents sports, etc. Alors, la programmation neurolinguistique est une démarche de psychologie appliquée qui a été mise en place à partir de la fin des années 70. Essentiellement par un groupe de 3-4 personnes, dont 2 au début qui étaient Richard Bandler et John Grinder. Richard Bandler était psychologue et mathématicien. Et Grinder était, et elle, toujours linguiste. Et puis après, il a fait aussi un master en psychologie. Et les deux se sont posé la question de comment faire pour trouver une méthodologie qui permette de faire la synthèse des meilleures pratiques en psychologie et en psychothérapie. Donc, ils ont lancé une étude empirique qui portait sur quelques personnalités très importantes dans l'histoire de la psychothérapie, de la psychologie appliquée et de l'anthropologie. Et ils ont suivi 3 ou 4 énormes personnalités qui faisaient partie de l'Institut de recherche mentale de Palo Alto, la fameuse école de Palo Alto, qui était Gregory Bateson, qui était anthropologue, sa femme, Margaret Meads, qui était aussi anthropologue. C'est vraiment des grands noms, peut-être inconnus au grand public. C'est vraiment des géants de l'époque. Et Milton Erickson, qui est le médecin qui a inventé l'hypnose par suggestion indirecte, donc qui a laissé une grande trace dans tout ce qui est l'accompagnement mental, parce qu'il a inventé justement ce système d'hypnose qui après s'est perfectionné dans le temps avec ce qu'on appelle la pratique de l'hypnose conversationnelle. Et Virginia Satir, qui a été la première dans les premiers à formaliser la thérapie de famille. Donc voilà, des personnalités très importantes. Ils les ont modélisées parce qu'il faut savoir que la programmation linguistique est aussi un art de la modélisation. Donc on va chercher les personnalités performantes, on étudie leur façon de faire, quelles sont les démarches, les processus qui sont mis en place, et on essaie de les reproduire et parfois de les transférer dans d'autres domaines en gardant une structure qui est justement celle de la démarche du protocole. Et la modélisation est l'un des outils les plus communs en programmation linguistique. Commun, j'entends en quotidien, quoi. En programmation linguistique. Et
Et la modélisation permet justement de s'approprier certaines stratégies qui sont des stratégies performantes et de les comprendre de l'intérieur, si j'ose dire, en étudiant comment elles sont structurées, ces stratégies, et puis de les appliquer dans des domaines qui sont peut-être différents, mais auxquels on peut adapter ces stratégies. Voilà. Et donc, de cette étude qui a été faite, donc, quels sont les grands traits qui sont ressortis en termes de modélisation de ces personnes qui avaient on va dire des traits favorables à la performance dans leur domaine respectif? Ce qui en est ressorti au début, c'était qu'on s'est rendu compte en fait que la magie est surtout liée au langage. C'est-à-dire que la particularité de l'être humain par rapport aux autres créatures, c'est qu'il s'exprime avec un langage verbal extrêmement évolué. Et que ce langage verbal, qui était considéré à l'origine de l'humanité, enfin de l'Homo sapiens sapiens, vraiment comme une forme de magie, hein, littéralement. Et en fait, il arrive, le langage, quand il est bien utilisé, quand il est bien structuré, il arrive à mettre en place les meilleures conditions possibles pour avoir du succès et pour aider les autres à avoir du succès. Et, sans la faire trop compliquée, le langage que nous utilisons au quotidien, que nous appelons langage de surface, n'est qu'une réduction de ce qui est le langage présent dans les structures profondes de langage, qui, elles, se construisent à partir de nos expériences sensorielles, de nos 5 sens. Donc, nous percevons le monde par nos sens, nous construisons un langage profond qui est très structuré, avec beaucoup d'informations, et il y a des filtres, hein, évidemment, et nous exprimons par le langage verbal qui est une synthèse de ces passages et qui est donc une réduction de ceci. Le problème, c'est que plus on s'éloigne des structures profondes, et moins on est conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous et à l'extérieur. Donc, et c'est là que les problèmes commencent, que la souffrance commence quand il y a une souffrance psychologique, mais aussi où on s'éloigne de la performance. On a remarqué, il y a eu Robert Dills, qui est l'un des grands coachs reconnus mondialement et qui est l'un des co-créateurs de la PNL, qui a écrit plusieurs volumes qui s'appellent les stratégies du génie, sur des grandes personnalités comme Léonard de Vinci, Freud, Tesla, etc., en analysant justement quelle était leur stratégie. Et on s'est rendu compte, quand on fait des études comparées de différentes stratégies, qu'en fait, leur capacité de perception du monde et de mettre en adéquation la perception sensorielle avec le langage qu'ils arrivaient à développer était quand même à la base de leur succès. Donc voilà, c'est une approche, ce n'est pas l'approche, ça c'est important de le dire, c'est une approche qui, depuis les années 80, donne beaucoup de résultats, donc c'est plutôt éprouvé par l'expérience, et qui est aussi ouverte parce que, comme il y a le concept de modélisation, en PNL, on est un peu des boulimiques, quoi. On va chercher aussi ce qui fonctionne ailleurs et on n'est pas fermé aux autres démarches. Moi, dans ma démarche, j'utilise aussi des outils de l'analyse transactionnelle que je trouve aussi extraordinaires, et du coaching traditionnel, j'entends. Moi, je dis toujours, dans la PNL, c'est comme le cochon. Tout est bon, on ne jette jamais rien, on mange tout, et puis, enfin, tout est mangeable. Donc, voilà. Et puis, c'est ludique. On se marre bien, quoi. Ouais. C'est pas un truc où il faut se prendre la tête. Et c'est important. Corrige-moi si je suis dans le faux, mais est-ce que donc ça équivaut à, en gros, pour bien sûr simplifier, à essayer de décrire ou d'établir un modèle du monde qui est plus juste avec certains mots, avec certaines façons de voir les choses? Tu as parlé de modélisation, tu as parlé d'être en gros le plus juste possible dans tes propos. Est-ce que ça va un petit peu dans cette direction-là? Le plus juste possible pour soi. Oui, voilà. Étant donné la perception qu'on a, qui est chacun a sa propre perception du monde et la façon dont avec comme tu as dit, nos filtres et nos biais, etc. Oui. Alors, l'idée, c'est que, d'abord, la conscience que nous ne pouvons pas échapper à notre subjectivité. C'est-à-dire que, pour autant qu'on fasse des efforts, pour finir, c'est toujours moi qui m'exprime et quand je m'exprime, je parle de moi.
de ma vision du monde, de mon expérience sensorielle, consciente, inconsciente, etc. Donc ça, c'est la première chose. Et l'idée, c'est dans la mesure du possible, d'éliminer les illusions, quoi, ou de les comprendre, et puis de dire, non, mais en fait, ça, très souvent, les illusions représentent des blocages. Hein. Il faut savoir qu'en coaching mental, la plupart des blocages des athlètes, mais même des performeurs dans d'autres domaines, sont dus à des croyances limitantes, qui sont donc qui représentent donc très grossièrement une sorte d'illusion qui fait que nous ne percevons pas la réalité telle qu'elle est. Tu peux donner un exemple pratique peut-être? Si je prends, les croyances sont des généralisations. J'ai fait une expérience qui a été peut-être très forte quand j'étais plus jeune, et de cette seule expérience, j'en ai tiré une généralisation et donc une loi à laquelle je crois, sachant qu'il y a un aspect derrière qui est celui de la métacroyance, et c'est là que les problèmes commencent, c'est que chacun de nous croit que ce qu'il croit est vrai. Donc voilà, c'est là que ça se complique un peu. Ouais. Et je demande pardon pour les jeux de mots, mais on ne peut pas le faire autrement. Hein. Quand on fait les couches, c'est un peu comme les lasagnes. À un moment donné, on perd un peu, on ne sait plus qui est dessus et qui est dessous. Donc voilà. Et je fais un exemple très simple. Imagine que très jeune, tu as eu une expérience un peu malheureuse avec une fille qui t'a trompé, la coquine. Et ben, tu en arrives à la conclusion à ce moment-là qu'on ne peut pas faire confiance aux femmes. D'accord. Si en plus tu as une maman qui, quand tu lui en as parlé en larmes, elle t'a dit oui, mais tu sais, mon grand, il ne faut pas faire confiance aux filles. Donc, il a validé et confirmé cette croyance. Ben, tu as mis en place une généralisation qui fait que tant que tu ne vas pas à l'épreuve de la réalité et que donc tu connais évidemment d'autres filles et femmes qui sont tout à fait dignes de confiance, bien évidemment, eh ben, tu restes dans cette conviction que faut se méfier des filles. Voilà, une croyance qui fonctionne comme ça, c'est une limitation dans la perception du monde, du modèle du monde, et comme toute limitation, ben, à un moment donné ou à un autre, peut devenir un blocage. Et c'est là que les personnes comme moi interviennent pour essayer de comprendre d'où vient le blocage, d'abord, de l'identifier, de le comprendre, et ensuite, dans le langage technique, on dit de le faire pivoter vers quelque chose qui soit bénéfique pour la personne et pas un blocage. En général, c'est des gens avec un problème spécifique qui font appel à toi, ou est-ce que ça peut aussi être des gens qui sont, on va dire, pas trop mal en général, mais qui veulent vraiment aller chercher un petit peu plus loin que ce qu'ils ont pu faire jusqu'à maintenant? Et en général, tu as quel genre de population qui vient vers toi? C'est plutôt des personnes qui ont envie de performer. Donc, c'est des personnes qui vont plutôt bien, qui sont plutôt satisfaites, mais avec, comment dire, une ambition le plus souvent légitime de augmenter le niveau de performance, quoi. Ou qui veulent opérer un transfert de la performance à l'excellence, ce que j'appelle moi la performance durable, c'est-à-dire à mettre la performance comme point de départ pour leur activité et non pas comme point d'arrivée. Voilà. Donc, c'est des gens qui vont plutôt bien. Personnellement, je ne fais pas de psychothérapie, je ne soigne pas les personnes en difficulté, et même, je connais mes limites. Si je vois que quelqu'un est en souffrance, je le conseillerais plutôt d'aller voir un psychologue, un psychothérapeute, une personne qui est certainement plus compétente que moi dans ce domaine-là, qui est celui de l'accompagnement thérapeutique. Moi, je ne fais pas de thérapie, je ne soigne pas les gens, et je les accompagne en revanche dans la mise en place de stratégies performantes. Donc, pour le dire un peu grossièrement, si les problèmes de la personne résident dans son passé, je vais plutôt la conseiller de les s'adresser à un professionnel de santé mentale, psychothérapie ou psychiatrie, psychanalyse, après la personne choisit ce qui lui convient. Et si le problème est plutôt dans le présent et l'avenir, eh bien là, j'interviens. Le travail d'un coach, c'est de prendre la personne telle qu'elle est aujourd'hui et de lui permettre d'aller vers ce qu'elle désire, ce qu'elle considère comme son accomplissement. Donc voilà. C'est quoi ton processus initial avec un nouveau client ou un nouvel athlète, suivant la personne qui vient de voir, pour commencer à, entre guillemets, creuser et à voir ce qui va les limiter? Est-ce que les gens sont en général assez ouverts à ton approche? Est-ce qu'il faut batailler un petit peu plus des fois pour leur tirer les verres du nez? Comment ça se passe?
Personnellement, ça va être dur à croire dans cette interview parce que je prends la parole et je m'entends parler et je vois que j'apprends beaucoup. Je laisse plutôt la personne s'exprimer par rapport à ses désirs au début. Je ne lui mets pas trop la pression au début pour que ses désirs se transforment en objectif atteignable. Du moment où l'état désiré, donc l'objectif ou le résultat qu'on attend, le résultat espéré, se détermine, là je procède avec la personne à ce qu'on appelle une exploration de la réalité. Donc j'approfondis la connaissance de la personne pour elle-même surtout. Personnellement, moi j'utilise deux outils essentiellement. L'un c'est l'identification des métaprogrammes, qui est un outil 100% PNL. Donc on fait un parcours avec la personne pour qu'elle puisse comprendre comment elle fonctionne. Les métaprogrammes, métaphoriquement, c'est les logiciels qui font fonctionner la machine étant la personne. Donc, moi, je suis une école où on a identifié 18 de métaprogrammes. Il y en a d'autres, des écoles qui ont identifié plus de 100. Très ciselé, très détaillé. 18, c'est déjà beaucoup. Et donc, la personne se connaît mieux, comprend mieux comment elle fonctionne, quelle est sa façon de percevoir le monde, quelle est sa façon de gérer l'expérience et quelle est sa façon de s'activer, donc de passer à l'action. Et puis, personnellement, j'utilise aussi l'énéagramme, qui est un outil très ancien de connaissance de soi, dont on ignore même l'origine. Paraît-il qu'il a été mis au point autour de 3 millénaires avant Jésus-Christ en Extrême-Orient. Donc, paraît-il, dans le nord de la Mongolie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a perduré dans les époques. Il a été utilisé dans beaucoup de cultures différentes. Et ces dernières années, il est utilisé aussi en médecine psychiatrique parce qu'il y a eu un travail pour faire correspondre les 9 archétypes de l'énéagramme à des profils psychologiques, mais observés avec un œil actuel, contemporain. Donc voilà, et ça c'est plutôt pour résoudre les tensions entre les aspects psychologiques donc, et les aspects spirituels de la personne, qui ait une connaissance plus profonde de soi et aussi qu'on se pardonne un petit peu. En parlant de test de personnalité, je suis plus familier avec le Big Five, je pense que tu connais aussi. Non, je ne le connais pas. D'accord, donc en gros c'est aussi un test de personnalité qui est basé sur 5 traits principaux qui sont l'ouverture, la conscience professionnelle, l'extraversion, l'agréabilité et le névrosisme. Et donc, je voulais savoir si, vu que tu ne le connais pas, peut-être que ça ira pas beaucoup plus loin que ça, mais en gros, la correspondance entre ces deux tests de personnalité qui sont tous les deux très populaires, mais qui sont, le Big Five, il y en a 5 et chaque trait est ensuite séparé en 2. Et l'énéagramme, il y en a 9, comme tu as dit, des traits de personnalité. Est-ce que tu peux peut-être les énumérer, ces traits de personnalité? Alors, je ne me souviens pas des 9 par cœur. Ok, mais... je ne voulais pas te prendre au dépourvu. Non, mais tu ne me prends pas au dépourvu, mais je peux te les dire parce que je dois pouvoir les trouver facilement. Et, disons plutôt la logique. Il y a 3 champs qui sont liés à des émotions de base, qui caractérisent les 3 fois 3 profils. Et voilà, j'ai retrouvé. Et les émotions de base sont donc la colère pour les profils, pour les énéatypes 8, 9 et 1, la tristesse pour les énéatypes 2, 3 et 4, et la peur pour les énéatypes 5, 6 et 7. Pourquoi ces 3 émotions qui ont, au premier abord, un abord superficiel, un aspect plutôt négatif, non? La colère, la peur, la tristesse? Eh bien, parce que c'est les émotions de base qui se manifestent surtout quand la personne elle va vers sa désintégration, donc vers ce qu'on appelle en termes modernes sa névrose. L'énéagramme, il établit pour chaque énéatype un parcours, un cheminement. C'est pour ça que moi, il m'intéresse, parce qu'il n'est pas fermé. C'est-à-dire, il ne met pas les gens dans des cases. Tu as un énéatype de base. Dans cet énéatype de base, il y a une ombre qui est très liée à cette émotion de base et
un miracle, comme on dit, en langage métaphorique, qui est la meilleure version de toi-même, en fait. Et puis, c'est tout le cheminement entre ces deux polarités extrêmes qui est intéressant pour la personne parce que à l'intérieur de ce cheminement, la personne, elle évolue, elle comprend l'énergie des autres énéatypes, elle peut se l'approprier et donc élargir son appréhension du monde, en fait, d'elle-même, du monde et d'elle-même dans le monde. Donc, c'est pour ça que je le trouve intéressant, l'énéagramme. Il faut savoir que moi, je ne propose à mes clients que des choses que j'ai moi-même expérimentées sur moi. Et pour moi, ça a été assez intéressant de parcourir ce chemin. J'ai un énéatype de base 3. Quand je l'ai découvert, j'étais très contre, parce que je pensais ne pas être cet énéatype-là. Et en fait, ce qui montre bien ma névrose. Et en fait, du moment où je l'ai compris, je vois que je me pardonne plus certains comportements compulsifs. Quand on est stressé, on a tendance à aller dans les compulsions. Et je me les pardonne avec plus de facilité. En étudiant l'énéagramme, je pardonne aussi plus certains comportements des autres parce que je sais qu'ils sont liés à l'ombre. Et ça m'a aidé à être plus ouvert envers les autres et à mieux accepter différentes façons de voir les choses et de se comporter. C'est pourquoi je me permets de le proposer à mes clients qui, pour l'instant, en sont plutôt satisfaits. Est-ce que pour un sportif, c'est intéressant aussi de savoir. Je fais un exemple. Nous, on l'a utilisé à Stade Lausanne, qui est le club que j'entraîne. On a fait un projet d'énéagramme d'équipe. Donc, on a procédé d'abord à tous les profils individuels des joueurs et ensuite, on a fait une synthèse pour l'équipe. Et on s'est rendu compte que l'énéagramme de l'équipe, à un moment où on l'a fait, c'était un énéatype de base 7, donc qui est plutôt orienté plaisir et enthousiasme. Donc, c'est un profil qui est intéressant, qui peut être aussi très performant, à condition de ne pas lui mettre des injonctions terribles d'un caractère très strict, très presque militaire. C'est un profil qui a besoin de ludisme, de jeu, de plaisir, de joie. Et ça a changé la façon de s'entraîner. C'est-à-dire que du coup, on a mis plus d'activités ludiques. Et toi qui es un spécialiste de la préparation athlétique, on peut faire une excellente préparation en se marrant. On n'a pas besoin d'être là à jurer parce que pour pousser la dernière répétition, quoi. C'est ça. Et dans la souffrance, c'est dans une espèce d'auto-mortification. On peut le faire en se marrant. Maintenant, si on avait eu un autre profil, par exemple un profil 8, qui est beaucoup plus comme ça, qui est beaucoup plus dans une détermination. Le 8, c'est un conquérant, c'est un meneur actif. Donc, plus dans une propension plus de colère, eh bien, on aurait peut-être mis l'accent sur une certaine attitude, une certaine appréhension de l'entraînement. Donc voilà, c'est intéressant l'énéagramme parce qu'il permet aussi de réguler par rapport à ce qu'on propose aux sportifs, aux athlètes, en tenant compte de leur profil naturel, quoi. Est-ce que c'est quelque chose que tout un chacun peut faire de son côté et ensuite l'interpréter, ou est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes que ce soit fait avec un professionnel comme toi, par exemple? Ça peut se faire tout seul, ça prend beaucoup de temps. L'énéagramme fonctionne bien quand on le fait en groupe, surtout. Donc, avec quelqu'un qui peut conduire, un coach qui peut conduire, animer la séance, par exemple. Et nous, quand on l'a fait avec les joueurs de Stade Lausanne, c'était un groupe de 25 personnes. Ils ont déjà reçu leur questionnaire, ils ont fait remplir leur questionnaire chacun individuellement. Et puis après, on a fait une journée où on a confronté les différents profils, partagé. C'est très important, par exemple, dans la démarche de l'énéagramme, que les personnes ayant un profil similaire puissent se confronter, qu'ils puissent se reconnaître, qu'ils comprennent que ça n'est pas un défaut d'être d'une certaine façon, qu'il n'y a pas de défaut en fait. Il n'y a pas de défaut. Il y a des profils et que ces profils peuvent évoluer et que pour le bien, il y a déjà plus de joie pour soi-même, plus de bonheur. Et quand il y a plus de bonheur, ben, il y a plus de tout le reste. Il y a plus de performance, il y a plus de
de plaisir dans le travail. Et nous, ça nous a aidé aussi à, à trouver une identité, à renforcer l'identité du groupe. Le fait de comprendre les différences et de transformer ces différences. Les différences créent des barrières souvent. Et malheureusement, j'ai envie de dire. Et ben, l'énéagramme nous a aidé à comprendre que les différences étaient des forces. Et le fait que quelqu'un ne soit pas comme moi, du moment où je le mets dans un système de complémentarité, eh ben, ça devient une force parce que le système est plus grand que la somme des éléments qui le composent. Donc voilà, il nous a aidé à aller dans cette direction. Moi, j'ai une approche systémique, donc c'est naturel pour moi d'aller dans ce genre de réflexion. Mais j'ai vu que les joueurs, et nous on est une équipe très jeune, hein, c'est l'équipe la plus jeune de Liga, j'ai vu que ça correspondait bien à leur façon de penser, de ressentir et aussi de s'entraîner. Et comme tu disais, confronter les gens avec des types de personnalités ou des traits de personnalité qui sont similaires pour peut-être aussi reconnaître en eux-mêmes ce qu'ils voient dans les autres, parce que comme tu as dit avant, on ne voit pas toujours nos propres défauts et nos propres shortcomings. Et donc, ça nous permet, en ayant une personne à qui on peut se référer en disant, voilà, en fait, toi, tu es comme ça avec beaucoup des aspects de ta propre personnalité, tu lui ressembles beaucoup, ce qui peut peut-être enlever le voile un petit peu. Tu parlais de l'ombre avant. Est-ce que tu peux élaborer un petit peu sur cette idée-là, ce concept-là? Alors, le concept de l'ombre, c'est un concept jungien. Hein, c'est vraiment, il fait partie de l'approche de la psychologie officielle, j'ai envie de dire. Et l'ombre, bah, c'est ce qui se cache derrière notre blessure et que nous n'avons pas très envie d'aller regarder. C'est comme ça. En même temps, si on veut parvenir à un niveau de conscience personnel un peu plus élevé, et donc moins souffrir, parce qu'à la fin c'est ça, et ben, c'est intéressant d'aller visiter un petit peu cette ombre, de comprendre comment elle fonctionne. Maintenant, le fait de le faire avec d'autres personnes et de comprendre que ben, voilà, chacun a la sienne, donc ça crée, du moins dans mon expérience, dans ce que j'ai vécu moi, et je l'ai fait plusieurs fois ces dernières années, je vois que ça engendre une sorte de fraternité, c'est-à-dire on se reconnaît chez l'autre, c'est ce que tu disais, hein. On se reconnaît chez l'autre, on voit que l'autre est aussi vulnérable que nous, et quand on voit que l'autre est aussi vulnérable que nous, il y a comme un surplus d'humanité qui apparaît. Je dirais presque un embryon de fraternité, quoi, qui peut être amené après à quelque chose de beau, de lumineux et de sain. Sain dans les deux sens, avec et santé. Et à la fin. Et voilà. Et traverser son ombre, c'est difficile. C'est aller regarder tout ce que nous n'avons pas envie de regarder. C'est aller voir ce qui fait que nous provoquons des allergies auprès des autres et auprès de nous-mêmes, évidemment. Et c'est de comprendre que quand on s'en prend à quelqu'un, ben, c'est parce qu'on s'y retrouve dans le défaut. C'est-à-dire que quand on a des réactions violentes comme ça d'allergie vis-à-vis des autres personnes, c'est que souvent l'urticaire est donné parce que nous n'avons pas envie de regarder chez nous. Donc voilà, de parvenir à ce type de prise de conscience dans un groupe comme une équipe de rugby, par exemple, mais ça peut être un autre sport. Le rugby, il est un peu spécial parce que c'est un sport de combat collectif, donc c'est comme un laboratoire un peu extrême de tout ça. Et puis parce que nous sommes des grandes gueules, et puis parce que nous avons, je ne sais pas, envie de nous battre. Je ne sais pas, il y a un côté un peu mythique là. Mais est-ce que, désolé de te couper, mais est-ce que du coup, cette démarche d'essayer de voir l'imperfection des autres, en fait, dans sa propre équipe, dans son propre groupe d'amis, parce que c'est vraiment ce qu'on cherche à être. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui manque actuellement dans un sport comme tu as dit, le rugby, qui est un sport de combat, qui est un sport où il faut vraiment avoir des liens. Plus les liens vont être serrés avec ses coéquipiers, mieux on va pouvoir rester soudés sur le terrain, quoi qu'il arrive, et en dehors aussi. Est-ce que tu penses que le rugby en général, ou peut-être pour prendre un petit peu plus petit, le rugby suisse, pourrait bénéficier d'un petit peu plus de ça, de prise de conscience au niveau individuel et au niveau des groupes aussi, pour essayer de se rapprocher un petit peu plus? Je pense que, alors, en ce qui concerne, pour moi, il y a deux réalités rugbystiques, c'est le rugby professionnel
de haut niveau et le rugby amateur qui peut être aussi de haut niveau. Donc, pour moi, ce n'est pas une différence de qualité, c'est une différence d'approche. Les professionnels s'entraînent 7 fois par semaine, ils jouent souvent 2 matchs par semaine. C'est clair que le rythme est différent. Ça va plus vite, plus fort, plus haut, plus loin. Enfin, tout est multiplié. Et dans le rugby amateur, on peut jouer à un excellent niveau. Je pense que le rugby suisse est en train d'évoluer depuis quelques années, et d'un point de vue athlétique et d'un point de vue technique, malgré le fait que c'est un sport amateur en Suisse. Et pourtant, il y a pas mal de professionnels qui se rapprochent du rugby, notamment dans les staffs, et ça apporte évidemment beaucoup à l'évolution du sport lui-même. Dans le rugby amateur, cette fraternité se pose comme un a priori, et pour moi, il faut faire très attention parce que souvent, c'est un peu artificiel, quoi. C'est un peu la philosophie de la troisième mi-temps, parce qu'on se marre bien quand on boit des bières, on croit qu'on est un groupe soudé. Et on ne connaît rien à son identité, on ne connaît rien à la vision qu'on partage, à la mission qu'on se donne, voilà. Donc du coup, au premier coup dur, les difficultés se montrent, et après ça prend du temps pour revenir. Dans le rugby professionnel, si on veut prendre... Moi j'ai modélisé voilà, le 10 du pénaliste, à PNL. J'ai modélisé Steve Hansen à l'époque où il a gagné la deuxième Coupe du Monde, donc avant de quitter les All Blacks. Steve Hansen, c'est l'entraîneur de la Nouvelle-Zélande jusqu'à l'avant-dernière Coupe du Monde. Ce qui a été mis en place, c'était un procédé similaire à celui que j'adopte, pas tout à fait le même, mais très similaire, et qui est donc développer une forme d'intelligence collective auprès des joueurs pour développer leur autorité intérieure, leur leadership intérieur, partager les décisions. Il n'y a pas papa et puis les petits qui s'amusent, et puis quand papa n'est pas là, les petits font un peu ce qui leur passe par la tête. Mais chacun pose comme l'un des objectifs de développement dans le fait d'être pleinement responsable, d'être dans un système de décision partagée, et donc avec plus de prise de responsabilité. Et ça a payé. Je ne vais pas dans le détail de comment ça a été fait, mais enfin, tout le monde connaît les images des All Blacks qui nettoient leur vestiaire et des All Blacks qui chargent et déchargent leur camion. Alors, de l'extérieur, ça peut paraître un peu folklorique, non? On veut dorer son image en nettoyant un peu les vestiaires, mais ça n'était pas ça, c'était une vraie prise en charge profonde. Et si on regarde plus près de nous, quelqu'un qui a une démarche similaire, c'est Christophe Furios, qui entraîne maintenant Bordeaux-Bègles, qui a gagné il y a 2 ans le top 14 avec Castres. Furios est castré, il joue à Castres, donc voilà. Enfin, castré je ne suis pas sûr qu'il soit né à Castres, mais de formation rugbystique. Et je sais que Urios, lui, il met en place aussi un système comme ça de responsabilité partagée, d'intelligence collective. Et dans le top 14, ça a l'air de payer aussi. Là, j'ai entendu une ou 2 interviews d'Urios ces derniers temps. Derrière les mots qu'il disait, on entendait une certaine insatisfaction avec Bordeaux-Bègles, parce que je crois que c'est pas encore, mais c'est mon point de vue, c'est l'interprétation, que c'est pas encore atteint ce niveau de partage de responsabilité. Voilà. Nous, on s'est donné la possibilité de le faire à Stade Lausanne avec un groupe très jeune amateur, et ça paye. Et c'est eux qui le disent, c'est pas moi. Un bon coach ne conditionne pas, n'intervient pas avec des solutions, avec des espèces de recettes miracles. Il écoute, il reformule, il recadre quand c'est nécessaire. Et après, c'est les sportifs qui font le taf. C'est vraiment comme dans la vraie vie du sportif. Le coach entraîne, mais c'est le sportif qui va sur le terrain, sur la piste, dans l'eau. C'est pas moi. Moi, je joue plus depuis longtemps. Heureusement pour moi et pour le rugby. Donc, voilà. Les joueurs vont sur le terrain, c'est eux qui font le match, c'est eux qui vivent l'événement sportif, c'est eux qui s'entraînent. Et ça a la même dimension en coaching mental et en coaching tout court. C'est la personne qui déploie son arsenal en ayant déterminé un résultat qu'elle veut atteindre
et c'est elle qui fait le taf, quoi. Mhm. Donc, c'est elle qui doit se comprendre, comprendre son environnement, comprendre ces interactions-là, transformer les contraintes en opportunités, et puis mettre en place, augmenter ses capacités, ses compétences, et puis mettre en place des stratégies gagnantes. Mhm. Mais pour faire tout ça, il faut savoir ce qu'on veut, ce qui est important pour soi. Donc là, on se rapproche un peu de l'identité parce qu'on est dans les valeurs. Ouais, Il faut que ça sache ce que je veux, quoi. c'est un sujet que je voulais aborder avec toi justement. Donc, comment établir des valeurs pour une organisation sportive? Qui décide? Quand? Comment? Quel est ce processus? Est-ce que tu peux le décrire du début à la fin pour essayer d'avoir vraiment un que ce soit un objectif commun, mais c'est même plus grand que ça. Les valeurs, c'est vraiment sur quoi repose tout ce qu'on va faire dans cette organisation. Ça passe par les comportements entre les joueurs, le staff, les décisions qu'on va prendre aussi, que ce soit au niveau financier ou autre, doivent reposer sur ces valeurs d'une manière ou d'une autre. Donc, pour peut-être des clubs ou des équipes qui n'ont pas la chance d'avoir, on va dire, un fond commun avec ces valeurs-là, par quoi tu commences si toi tu intervenais, quelle serait la première chose à faire pour te diriger vers l'établissement d'une organisation qui a donc des valeurs fortes auxquelles tout le monde adhère, parce que ça, je pense que c'est aussi une part importante. Oui, je pense que tu as raison. Je pense qu'il y a deux réalités différentes. Dans mon expérience, c'est comme ça. Mmh. Il y a des réalités où il y a des valeurs fortes qui sont portées parce qu'il y a un grand héritage du club, par exemple. On peut dire club, entreprise. J'aime bien quand tu dis organisation, parce qu'un club sportif, c'est comme une entreprise. En fait, il ne faut pas oublier que le coaching, notamment le coaching en entreprise, que je pratique aussi, hein, parce que je suis Mmh. coach externe d'une grande entreprise américaine de fabrication de matériel de santé, donc de haute technologie. Une organisation peut avoir un héritage fort, très ancré, profond. Et dans ce cas-là, il faut vérifier que les personnes qui viennent dans cette organisation soient prêtes à adhérer aux valeurs que l'organisation propose. Sinon, c'est compliqué. Et là, c'est là où le profilage est intéressant au moment où on engage certaines personnes, surtout les personnes qui se trouveront à prendre des décisions cruciales, stratégiques. Là, il faut que la personne qui vient de l'organisation ait déjà, l'idéal, c'est que la personne ait des valeurs similaires ou pas lointaines des valeurs de l'entreprise. À très haut niveau, je dois dire que les personnes, les managers de succès sont ceux qui arrivent avec des valeurs qui sont déjà fortes chez eux et qui retrouvent dans l'entreprise. Donc, c'est naturel, quoi. Ils ne sont pas trouvés par hasard. Il y a une synergie entre la personne et Ouais, l'entreprise qui fait que, ouais. comme tu avais dit, que la somme était plus grande que les parts, donc qui arrive à apporter quelque chose de plus. Ouais, parce que c'est justement c'est l'idée de l'apport de chacun dans un système qui existe et qui, quand c'est des organisations de ce genre, c'est des systèmes qui performent de façon juste magnifique, qui excellent quoi, depuis longtemps. Si on prend certaines marques de montres, sans vouloir faire de la pub, mais ils n'en ont pas besoin, donc on peut les nommer. Si on prend Patek et Philippe, par exemple, qui est une entreprise qui a une tradition énorme, et quand un ingénieur il va travailler chez eux, s'il n'a pas ces valeurs-là, ça va être difficile qu'il puisse rester longtemps, quoi. Parce que l'héritage est très fort. Alors dans le sport, on connaît dans le foot, par exemple, un club comme le Real de Madrid, club avec des valeurs très fortes. Les joueurs, pas n'importe quel joueur peut jouer au Real de Madrid. Il faut avoir un certain profil. Faut que ça Alors, dans le colle. foot, ça se perd un peu. Mais dans le rugby, il y a pas mal de clubs. Je ne sais pas, le joueur qui va jouer à Stade Toulousain, il a un profil particulier. Ce n'est pas un mercenaire qui débarque. Et d'ailleurs, Stade Toulousain, beaucoup de joueurs de Stade Toulousain viennent des filières de formation de Stade Toulousain. Ce n'est pas un hasard. C'est qu'ils ont été éduqués à certaines valeurs. Et donc, ils les ont fait propres. Après, il y a d'autres réalités où on peut commencer ça. Et quand c'est ça, c'est génial. Nous, on l'a fait à Stade Lausanne, parce que Stade Lausanne, avec une grande crise à un moment donné, pour des raisons vraiment très matérielles, quoi. C'était un club qui, pendant longtemps, était un club d'expats. Et puis, les expats sont partis. Et donc, le club s'est trouvé un peu vidé de certaines valeurs. Et voilà, moi, quand je suis arrivé, je me suis rendu compte que ce manque-là existait. En plus, une équipe très jeune, âge moyen d'23 ans,
voilà, et de leur proposer des valeurs un peu poussiéreuses que tout le monde dit par habitude. Ça ne marchait pas, les jeunes ne sont plus comme ça. Moi, j'ai 58 ans, bientôt, en janvier, donc je ne suis pas tout à fait un petit jeune. Je ne comprends pas comment les gens de ma génération puissent continuer à vouloir imposer certaines valeurs aux jeunes générations qui sont en général plutôt bien instruites, qui ont une tête bien faite et qui ont la possibilité d'accéder à une somme d'informations absolument extraordinaire. J'entends. On ne peut pas parler à des gens comme ça comme s'ils étaient stupides et inéduqués, quoi. C'est nier la réalité. Donc, ce qui était intéressant chez nous, et c'est ce que j'ai fait, c'est qu'on a déterminé une vision. Enfin, eux, ils ont déterminé une vision. Moi, j'ai juste animé les séances. Et quand ils ont déterminé la vision, bah, ils se sont donné une mission. Et, ils se sont donné des valeurs qu'ils partageaient. Et par exemple, pour les valeurs, nous avons fait un travail où les valeurs devaient émerger à l'unanimité. C'est-à-dire qu'une voix comptait. S'il y en avait un seul qui disait « je ne sais pas, je ne suis pas sûr », eh ben, on n'avançait pas, on se plongeait dessus, on allait regarder, on faisait une analyse du langage. Ouais. On faisait une analyse du langage, justement. On dit sens de l'honneur, ok, qu'est-ce que c'est l'honneur pour toi? Et chacun devait s'exprimer. Et puis après, ben, on trouvait des surfaces de recoupement ou de superposition où on pouvait déterminer que l'honneur pour nous, dans ce contexte-là, signifiait telle chose. Parce que les valeurs en elles-mêmes, elles ne signifient rien. Hein. Si elles ne sont pas incarnées par des comportements spécifiques, moi, je peux dire que je suis la personne la plus honnête du monde, mais si après, quand je vais à la Migros, je change les étiquettes de mes produits, voilà. C'était très important pour moi. Ouais, j'avais entendu un autre coach dire, j'essaie de la traduire de l'anglais, c'était que jusqu'à ce qu'elles soient mises en action, les valeurs étaient juste des préférences linguistiques. Exactement, je suis parfaitement d'accord. Et c'est très bien dit. Et moi, je distingue trois catégories de valeurs, les valeurs déclaratives, les valeurs profondes et les valeurs cachées. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est une école de pensée. Donc voilà, dans les valeurs déclaratives, évidemment… Vas-y, développe sur ces trois angles. Bah, dans les valeurs déclaratives, tout le monde est beau, tout le monde est magnifique, tout le monde est génial. Évidemment que je suis pour le respect, évidemment que je suis pour la liberté, évidemment que je suis pour la tolérance, et évidemment que je suis pour… qu'est-ce que je peux mettre encore une chose très à la mode? La bienveillance. La bienveillance est très, très à la mode. Et voilà, et l'empathie. Alors déjà, l'empathie, c'est pas tout à fait une valeur. Donc, on peut le dire, mais ça ne signifie pas vraiment… L'empathie, c'est plutôt un état interne. Donc voilà. Oui, bien sûr, je peux le dire, jusqu'à la preuve du contraire. Seulement que voilà, dans le sport et dans la haute performance, la performance durable, les valeurs, à quoi elles nous servent? Elles nous servent à nous recentrer et à relancer la motivation au moment où les choses deviennent difficiles, au moment où c'est dur. Parce qu'on perd, parce que l'adversaire est plus fort, parce que les conditions environnementales sont contraires, parce qu'il y a des adversités. Donc, tout ce qui est de valeurs déclaratives qui ne correspond pas, qui n'est pas possible d'incarner par des comportements, ben là, ça se voit. À ce moment-là, ça se verra. Nous sommes tous courageux jusqu'à la preuve du contraire. Voilà. Et le courage n'est pas le même pour tout le monde dans les mêmes conditions. Donc, c'était important d'arriver à des choses qui étaient non seulement des, comment il a dit, des préférences linguistiques. Des préférences linguistiques, j'aime bien ça. Tu vas le garder. Oui, je vais le garder. Des préférences linguistiques magnifiques, hein, très émouvantes, et après elles sont mises à l'épreuve de la réalité, quoi. Et quand ça pique, et quand ça fait mal, est-ce que j'ai envie de l'incarner, cette valeur-là? Peut-être pas. Donc il fallait arriver à 4, dans ma façon de faire, à 4 valeurs avec une hiérarchisation en plus sur les 4. Et il y a un système pour y arriver, hein. On va du général au particulier, en fait, on va en affinant à partir de la vie de chacun, hein, individuellement. Donc c'est un travail long, ça ne se fait pas en un quart d'heure. Il faut être patient. Et puis, bah, on arrive à cette hiérarchie, et la hiérarchie, c'est
eux, ils ont déterminé les valeurs, eux, ils ont déterminé la hiérarchie. En plus, moi, j'adopte une une démarche qui s'appelle gestion de l'équilibre des systèmes complexes, qui a été mise en place par l'un de mes formateurs, qui s'appelle Roger Blumenthal, et je veux le citer parce que c'est quelqu'un de vraiment très éclairé, où on met en place une matrice avec un système dynamique, où chaque valeur va être localisée par rapport à une dynamique particulière. Et donc le mouvement en avant, le mouvement en arrière, la tension, la détente. Et chaque dynamique est là aussi une émotion de base qui lui est attribuée, la colère, la peur, la joie. Donc voilà, c'est un travail qui se compose de différentes étapes. C'est pas simple à faire. Tu me disais, est-ce qu'on peut le faire tout seul? Dans mon livre, je l'ai mis. Est-ce qu'on peut le faire tout seul? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un travail complexe. Voilà. Je ne dis pas que c'est impossible parce que ça serait prétentieux de dire là, sans un coach, on ne peut rien faire. Non, ce n'est pas vrai. Mais ça prendrait, je pense, beaucoup de temps pour arriver à quelque chose de réel, de concret, parce que, comme on disait avant, à un moment donné, les ombres apparaissent. Et c'est là que ça devient délicat. Et tu as mis ça en place il y a combien de temps avec ton équipe, avec le Stade Lausanne? On a commencé l'année passée à ce moment, octobre 2019. Et est-ce que tu peux parler un petit peu donc des répercussions qu'a eu cette pratique-là sur le groupe au sens général depuis le moment où tu l'as mis en place? Peut-être des différences par rapport à l'état de l'équipe telle qu'elle était avant que vous mettiez ça en place? Peut-être des commentaires de certains joueurs qui ont remarqué des différences, que ce soit dans les attitudes, dans les démarches, etc. Donc, déjà, un ou deux aspects statistiques. Le nombre de joueurs à l'entraînement. On est passé d'une moyenne de 30, 25-30 à une moyenne de 40-45. Ce qui est quand même remarquable. Ouais, c'est ça, et surtout pour le rappeler, hein, dans un cadre amateur où les joueurs ne sont pas payés pour être là. Et donc, il faut que quelque chose les attire sur le terrain. Et donc, c'est vrai que, comme tu l'as dit, pour moi, c'est une stat qui est très, très importante. Le nombre de joueurs qui pointent le bout du nez pour faire ce qu'il faut sur le terrain, c'est super important. Oui, c'est important et c'est visible. Donc là, ce n'est pas une interprétation, quoi. Ensuite, les résultats. On était une équipe qui marquait, mais qui prenait beaucoup d'essais. D'ailleurs, la question de la défense a été un thème de correction du langage, donc de réorientation linguistique, et aussi un thème de croyance. Donc, s'est manifesté avec deux entrées différentes et été traité avec deux démarches différentes. Donc, voilà, on a commencé à gagner, à améliorer nos résultats. Et ça aussi, c'est statistique, donc visible. Il n'y a pas d'interprétation non plus. Nous nous sommes beaucoup rapprochés des meilleurs de la Liga et nous avons commencé à les mettre en difficulté, à les battre, à faire des matchs nuls ou à perdre avec très peu de différence au score, avec des bonus défensifs, par exemple. Voilà, ça, c'est des éléments objectifs. Pendant le travail de coaching d'équipe, j'avais donné la possibilité à ceux qui le voulaient d'avoir un coaching individuel. J'ai travaillé avec 6 joueurs. C'est beaucoup. Sur un groupe, trouver 1 heure par semaine, plus les exercices, etc., en plus de l'entraînement dans le camp en dehors, complètement en dehors, eh ben, ça veut dire que ça les a intéressés, ça les a titillés. Il y a eu une demande assez intéressante et 2 ou 3 avec qui je n'ai pas pu travailler parce que ils ne le pouvaient pas, on n'arrivait pas à goupiller les horaires parce que moi, je dois libérer du temps pour le faire. Évidemment, je ne me fais pas payer par les joueurs pour les coacher. Donc, ça ne serait pas non plus juste. Donc voilà, c'est du pro bono. Il fallait goupiller les horaires et des fois, on n'a pas réussi, quoi. Tout simplement. Disons qu'il y avait une dizaine de joueurs qui étaient très intéressés et 6 qui ont fait la démarche de faire un cycle de 10 entretiens avec mise en place. Et j'ai vu aussi le changement dans le regard des dirigeants du club qui ont été impliqués, qui étaient présents, qui ont participé.
Et le dernier, le plus difficile, toi qui es du rugby, tu sais de quoi je parle, c'est que nous avons changé, ce qui a changé, c'est le regard que les anciens portent sur nous. Parce que les anciens, tu sais comment c'est, ils arrivent et ils critiquent. Quoi qu'il se passe sur le terrain. C'est jamais aussi bien mieux avant. C'était mieux avant. C'était de toute façon mieux avant. Et à notre époque, on gagnait. Et puis maintenant, on ne gagne plus. Quoi. Voilà. Donc ça aussi, il y a eu beaucoup de commentaires positifs avec une question qui est récurrente, mais qui est venue aussi des adversaires. Hein. C'est votre président qui m'a posé la question, le président de Genève qui m'a posé la question. C'est-à-dire, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils aient changé comme ça? Et alors, je ne révèle pas de secret. Hein. On a fait un programme de prépa mentale. Quoi. Voilà. On s'entraîne toujours 2 fois par semaine. C'est toujours le rugby amateur suisse. Ouais. Il n'y a pas de produit interdit. D'ailleurs, ça se voit parce qu'on n'est pas très lourd dans l'équipe. Donc, si on pesait tous 120 kilos, il y aurait des questions à se poser. Ouais, c'est ça. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, voilà. Si, il y a eu un changement visible. Est-ce que c'est cet aspect mental, donc tu as parlé de préparation mentale, si on pense aux 4 coacteurs que Connolly a mis en place, donc le facteur physique, technique, tactique et mental, est-ce que pour toi, dans ce cadran-là, dans le rugby dans lequel on évolue en Suisse, notamment dans le rugby amateur suisse, est-ce que le facteur mental est un petit peu laissé de côté à ton avis? Alors, pas seulement en Suisse, hein, je pense que le facteur mental est laissé de côté. Moi, je suis assez étonné, il y a 2 réalités, c'est l'Amérique et pas seulement les États-Unis. Les États-Unis, le Canada aussi. Hein. Au Canada, il y a beaucoup de coaching mental. Le Canada, c'est un pays de coaching. Il y a beaucoup de coachs de haut niveau. Et aux États-Unis, je pense que personne n'imaginerait la haute performance durable sans l'intervention des coachs en coaching mental. C'est carrément pas possible. Quoi. Ils ne le conçoivent pas. Chez nous, en Europe, ça traîne un peu, quoi. En disant qu'on a une vingtaine d'années de retard. Tu sais, tu penses savoir pourquoi? Il y a une raison, tu penses, qui fait que l'Europe a du retard? Je pense que c'est lié à des croyances. Là, on parlait de croyances tout à l'heure. C'est lié à des croyances. C'est-à-dire que on est beaucoup plus dans une mentalité no pain, no gain, souvent mal interprétée. C'est-à-dire qu'on pense qu'en criant très fort et en insultant un athlète, il va s'entraîner plus dur et d'en gagner. Et seulement que le problème commence quand l'athlète qui gagne depuis 2, 3 ans, 4 ans, à un moment donné, il arrête de gagner. Pourtant, il s'entraîne avec la même qualité. Pourtant, il a accumulé de l'expérience, donc il devrait être meilleur. Quelque chose se casse, mais on ne sait pas l'expliquer. Alors on dit, ouais, il a perdu la motivation là. Oui, mais qu'est-ce qui a fait qu'il a perdu la motivation? Ou alors on dit, l'entraîneur a fini son cycle. C'est plus facile de changer d'entraîneur que de se poser les bonnes questions. Je pense qu'il y a des croyances liées au fait qu'on peut gagner si on s'entraîne dur. Et bien sûr qu'il faut s'entraîner. Le conditionnement athlétique, technico-moteur, technique est indispensable. Il n'y a pas de sport sans ces aspects-là. Ça n'existerait pas. Et le problème, c'est que les joueurs, ils ont une âme. Les athlètes, ils ont une âme. Les sportifs, ils ont une âme. Et de cette âme, il faut un peu s'en occuper. Alors, s'il y a un problème qu'on pourrait comparer au burn-out chez certains athlètes professionnels ou de dépression, ce qui peut être auprès de tout le monde, dans ce cas-là, faut aller consulter. Il faut aller voir un psy en séance individuelle. La personne souffrante doit sortir de sa souffrance. On doit l'accompagner pour qu'elle retrouve l'équilibre, la confiance en soi, l'estime de soi, etc. Et ça, c'est un travail qui est un travail, comme je le disais au début, de spécialiste. Il ne faut pas s'improviser un apprenti sorcier. C'est dangereux, c'est mieux de ne pas le faire. Et ce n'est pas en ayant une conversation avec des bières à la 3e mi-temps qu'on résout ce genre de problème. Ni en criant sur les athlètes. On a vu l'exemple malheureux des athlètes de la gymnastique rythmique et des problèmes qu'il y a eu à Macolin récemment. J'ai eu le privilège de rencontrer l'entraîneur qui a été envoyé en Roumanie. Et c'était une personnalité vraiment compliquée. Hein.
j'ai pas eu beaucoup de difficultés à croire que c'était vrai ce qui était raconté par les athlètes. Elle n'arrêtait pas de leur crier dessus, quoi. Donc, mais mal. Donc voilà, c'est pas comme ça qu'on résout les problèmes et qu'on augmente la motivation des gens. C'est pas le bâton, oui, peut-être de temps en temps, mais ce qui fait avancer l'âne, c'est plutôt la carotte. Donc voilà, disons-le. Hein. Je pense que moi, je mets la préparation, le coaching mental, la préparation mentale, je la mets dans une métaposition par rapport aux 4 facteurs. Enfin, je la mets pas dans les 4 facteurs, je la déplace un peu. C'est ma façon de voir les choses, hein, parce que je pense que le coaching mental, justement, il peut aider les 3 autres. Ouais. Mais ils sont co-acteurs, donc ils ont tous une certaine influence sur les autres. Ouais. Voilà, alors on connaît la rotation dominante hein, dans les 3 ressources fondamentales, donc affectif, technico-moteur et cognitif, qui sont, enfin on peut les appeler de différentes façons. Hein. Voilà, ouais. On parle de ça. Moi, le mental, je le mets un peu dans une métaposition, c'est-à-dire le mental, il regarde les 3 autres et il peut créer les meilleures conditions possibles pour que cette rotation de dominante se fasse dans le flow, sans blocage et dans un certain bonheur, qui pour moi est très important. Je le répète, je me répète, c'est pas l'âge, hein, c'est que j'en suis vraiment convaincu. Il faut être dans le bonheur pour gagner. La colère peut aider à certains moments, mais il faut être dans le bonheur pour gagner. Il faut être une personne heureuse pour être performant. Oui. Pour moi, c'est essentiel. Donc voilà. Et après, sinon, dans les 4 facteurs, évidemment, puis ça dépend un peu quelle est la porte d'entrée, comment on décide de rentrer dans ce domaine-là et comment on décide d'agir à l'intérieur de ça. Mais si, bien sûr, c'est ces 4 domaines-là, il n'y a pas de doute. Et après, à chacun, après sa personnalité, son expérience, son approche, de les mettre dans un ordre ou dans un autre. Mais on n'y échappe pas. On n'y échappe pas. Ouais, donc, mais c'est intéressant, comme tu as dit, le mental qui regarde les 3 autres, qui va être d'une manière ou d'une autre soit la barrière, soit l'ouverture pour la réalisation du potentiel des 3 autres. Parce qu'on peut avoir tout le potentiel du monde dans les 3 autres. Si mentalement on n'arrive pas à se canaliser, pour dire ça de manière assez générale, on ne va pas pouvoir réaliser ce potentiel sur le terrain ou dans la discipline qu'on a choisie. Oui, c'est essentiel. Je fais un exemple, on parlait avant comment on construit. Moi, je construis avec un modèle que j'aime beaucoup, qui est le modèle de nivologie qui a été élaboré par Diels, dont je parlais, Robert Diels, dont je parlais au début. Je l'aime beaucoup parce que c'est un modèle simple, empirique, fait sur la réalité des êtres humains. C'est pour ça que je l'aime. C'est pas un truc abstrait. Et on distingue différents niveaux, l'environnement, le comportement, les capacités, les croyances, les valeurs, l'identité, le transpersonnel. Transpersonnel, avant on l'appelle le spirituel, maintenant on l'appelle transpersonnel, on peut l'appeler spirituel, ça va. Et ce qui est intéressant, c'est que la personnalité humaine se construit comme ça. C'est-à-dire, on vient au monde, on est impacté par l'environnement dans lequel on vient, on commence à se comporter d'une façon ou d'une autre, on comprend quels sont les comportements adéquats, donc on développe des capacités, on arrive à diriger les comportements. Quand on en a conscience, ça devient des compétences, ça permet de mettre en place des stratégies. Et puisqu'on sait ce qu'on sait faire, on y croit, on commence à mettre en place des croyances aidantes. Et ces croyances, elles correspondent aussi à des choses qui sont essentielles pour nous, qui sont nos valeurs. Les choses essentielles pour nous, c'est nos valeurs. C'est ce qui compte pour nous, ce qui est essentiel, ce qui nous fait lever le matin. Et puis, tout ça, c'est nous, au fond. C'est toute notre personne. C'est ce qui fait de nous ce que nous sommes et la personne unique que nous sommes. Et si en plus on arrive à se rattacher à quelque chose qui nous dépasse, à un héritage, à quelque chose qui est plus grand que nous, on aura encore plus d'énergie qui vient de ceux qui nous ont précédés et qui ont beaucoup travaillé pour le bien de ce qu'on fait. Donc voilà, c'est une vision comme ça. Et quand on inverse ce mouvement, donc là on a construit, quand on redescend de l'autre côté, on voit que si on est rattaché à quelque chose de plus grand, on peut développer une vision, que cette vision peut nous engager sur le plan de notre identité dans une mission que nous nous donnons,
que cette mission, eh ben, elle sera par nos valeurs réalisée parce qu'on se donne la permission de le faire, que cette permission nous alimente notre motivation, que notre motivation met en place des plans, des stratégies, donc il donne une direction, que cette direction permet de mettre en place des actions performantes et que ces actions transformeront les contraintes en opportunités. Donc c'est un modèle que moi j'aime beaucoup parce qu'il va dans les deux sens et il est assez, comment dire, très proche de notre vie quotidienne. Il est assez juste. Il est assez juste, quoi. Ouais, Après, ouais. il y en a certainement d'autres qui sont aussi bien. Ouais. Moi, j'aime bien celui-là parce que quand j'en parle avec un athlète et que je lui dis, OK, mais c'est avec qui que tu fais ça? C'est quand? Dans quel contexte? Tout de suite, il s'est trouvé une réponse. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête, de dire, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ah oui, l'exemple le plus simple, en mettant en place des stratégies, nous, en rugby, on le sait par cœur, on met en place une stratégie de match, tu arrives au terrain, bam, le gros orage, ben voilà, ta stratégie de match, elle est finie. Il n'y a que l'environnement qui compte. Il faut transformer les contraintes en opportunités. Il faut s'adapter, mettre en avant d'autres compétences, y croire. Donc voilà, c'est assez rapidement testable comme modèle. C'est pourquoi moi je l'adopte le plus souvent. Et c'est aussi facilement compréhensible pour le sportif parce que je pense que le sportif, c'est pas juste une tête dans laquelle on installe des programmes, quoi. C'est lui l'acteur. Et c'est lui qui doit se l'approprier. Voilà. Et, je pense que c'est dans ce sens-là qu'on peut travailler. C'est un travail de partenariat, de co-création. C'est pas le coach, le héros, et puis le petit sportif, c'est le petit qui gagne parce qu'il fait ce qu'on lui dit. J'y crois pas, moi. Surtout aujourd'hui. De par ton expérience, est-ce que certains sports ou certains sportifs bénéficient plus de la préparation mentale que d'autres? Je dirais bénéficier autrement. Dans le sport individuel, il y a peut-être plus de difficultés à mettre en place des stratégies performantes parce qu'il faut aller un peu plus en profondeur, quoique ce n'est pas le cas tout le temps, mais statistiquement, disons. Et après, la réponse est assez immédiate. Une fois que c'est fait, quand on fait une routine, par exemple, ben voilà, c'est assez immédiat. On récite sa routine, on met en place sa séquence, et ça donne des résultats parce qu'on l'a testé presque en laboratoire. Pour le coaching mental d'équipe, c'est plus difficile parce que comme c'est un système, les interactions modifient le système. Donc voilà, c'est pourquoi moi je pense que de travailler sur l'intelligence collective, ça porte plus de fruits que juste de trouver des espèces de démarches partagées. Je pense que la complémentarité est très importante. La subsidiarité est très importante. Parce que chacun de nous, par sa vulnérabilité, peut être moins performant dans un mauvais jour. Quoi. Ça ne veut pas dire qu'il est plus mauvais. Il est juste moins performant. Et si à ce moment-là, le système le soutient, eh bien, il va retrouver son énergie rapidement. C'est pourquoi la complémentarité, là, pas mettre la personne face à son échec, mais plutôt l'accompagner pour sortir de cette sensation-là, est très important, dans ma vision. C'est pourquoi c'est toujours systémique, mais ça ne fonctionne pas de la même façon. L'athlète, c'est un système complexe avec un certain fonctionnement. L'équipe, c'est un système complexe formé de systèmes complexes. Donc, il y a une approche plus holistique dans l'approche d'équipe. C'est pourquoi je dis, s'improviser apprenti sorcier, c'est peut-être pas efficace. Quoi. C'est pas interdit. Il faut commencer par quelque chose. Mais c'est peut-être pas efficace. Voilà. Il faut un peu d'expérience. Est-ce qu'il y a certains, soit traits de caractère, soit certaines qualités qu'un coach doit posséder pour réussir, que ce soit comme coach sportif, préparateur physique ou dans d'autres domaines de coaching? Aimer les autres, pas les juger, pas interpréter, pas faire de présuppositions, pas dire « ouais, je sens que tu sens ça ». On ne peut pas sentir ce qu'un autre sent, donc c'est mieux de ne pas le dire. C'est beaucoup moins toxique. C'est mieux de se taire parfois. Écoutez ce que l'athlète ou le client dit.
écouter ses besoins. Pas lui dire, moi, à ta place, je ferai comme ça. Parce que moi, je suis moi, et l'autre, c'est l'autre. Et on n'échappe pas à cette subjectivité. Je pense qu'il faut être... L'un des fondateurs de l'une des écoles de coaching que j'ai fréquentées et où j'enseigne, j'ai commencé à enseigner, c'est un autre Italien et c'est un autre Mario Rastelli, qui travaille à Bruxelles. Lui, il dit un bon coach, c'est un paresseux idiot. Il est idiot parce qu'il décide de ne pas savoir. Dans ce sens, idiot. Je t'écoute et je ne sais pas. C'est toi qui sais. Sans présupposition. Sans présupposition. Toi, tu vas me dire, mais moi, tout ça, je n'ai rien à faire. Ce qui m'intéresse, c'est que là, maintenant, je sens que je n'arrive pas à gagner et je ne comprends pas pourquoi. Je veux le comprendre. C'est toi qui dis ça, le client dit ça. Et si le coach dit non, mais t'inquiète, je m'en occupe, donc c'est mieux d'être idiot, de ne pas savoir. Et puis paresseux parce que c'est mieux de prendre peu d'initiatives. Laisser le client, le sportif, trouver lui-même la meilleure démarche, la plus adaptée à ses besoins. Parfois, en coaching mental, on intervient aussi comme consultant, comme spécialiste. Et à ce moment-là, il faut le dire, il faut être clair, il faut jouer le jeu et dire, attends, là, je vais te proposer un outil. Donc, j'enlève ma casquette d'accompagnant et je mets ma casquette de spécialiste. Je te propose cet outil. Si tu es d'accord, tu vas l'utiliser pendant 21 jours. On va en éprouver la valeur et l'efficacité. Et s'il est efficace pour toi, ben on va le garder, on va le mettre dans l'arsenal. Alors bien sûr, des fois, on intervient, surtout quand on intervient avec les démarches de la programmation linguistique, on est un spécialiste. Mais on ne peut pas proposer une chose sans savoir quels sont les aspects identitaires de la personne, comment elle se voit, comment elle veut se voir, qui elle veut être. Ça, c'est une question. Alors, c'est vrai que quand je la pose à tous mes clients, ils sont toujours surpris, les sportifs, mais aussi les autres. Quand on dit à quelqu'un, mais qui voudrais-tu être dans 6 mois? C'est difficile d'y répondre. On n'a pas été éduqué à répondre à des questions comme ça. Et pourtant, c'est une question essentielle. L'être humain ne peut pas réaliser ce qu'il ne peut pas imaginer. Si je n'arrive pas à m'imaginer d'une certaine façon d'ici 6 mois, si je ne m'imagine pas champion d'une certaine discipline d'ici 6 mois, et dans les détails en plus, ça sera compliqué d'être champion. Une approche que j'avais pas terminé de faire la rédaction, mais en gros, c'était décris-toi exactement comme tu voudrais être dans, je crois que il y avait 6 mois et l'autre c'était 3 ans, quelque chose comme ça. Et après, il y avait aussi l'envers du décor, c'était quelle serait la pire situation dans laquelle tu pourrais te trouver dans 6 mois ou dans 3 ans. Et donc, ça te donnait en gros le choix après. Soit tu peux, dans chaque action que tu vas prendre, chaque décision que tu vas prendre, soit tu te diriges vers l'un, qui est l'idéal, on va dire, et soit tu te diriges vers l'autre, qui serait la pire solution possible. Et de connaître les deux, de connaître le mieux que tu puisses être potentiellement ou que tu pourrais être dans 3 ans ou le pire que tu pourrais être dans 3 ans, ça te permet de vraiment mieux orienter t'orienter dans le monde, orienter tes décisions, parce que tu sais exactement dans quelle direction tu te diriges avec, dans chaque, on va dire, fourchette dans la route, quoi. Oui, écoute, au début, on parlait des métaprogrammes. Il y a un métaprogramme qui s'appelle, dans le truc perception, donc, donc, la façon de percevoir le mot, qui s'appelle le métaprogramme manque-présence. Donc, les polarités, c'est manque et présence. Et ben, dans ce métaprogramme-là, on voit déjà qu'il y en a qui voient les choses qui sont là et puis qui ne remarquent pas les détails qui manquent. Et il y en a qui voient que les détails qui manquent. Donc, ils sont incapables de percevoir tout de suite toute l'abondance qu'il y a. C'est déjà clivant. Et si on n'en prend pas conscience, au début du travail, on risque d'avoir des surprises. Et puis, dans les moteurs de l'action, il y a un métaprogramme qui est aller vers, s'éloigner d'eux. Eh bien, aller vers, s'éloigner d'eux, c'est justement aller vers quelque chose dont on connaît les bénéfices qu'elle pourrait produire sur nous
Et s'éloigner d'eux, c'est ce qu'on ne veut pas, en fait, ce qui nous donne l'allergie. Eh bien, c'est intéressant parce qu'il y a autant de personnes aller vers que de personnes s'éloigner d'eux. Et souvent, ils ne le savent pas. Dans la détermination, quand on identifie un cadre de résultat par un processus PNL, la première question que je pose, moi, c'est qu'est-ce que tu veux éviter ou cesser? 80% des gens savent ce qu'ils ne veulent pas. Statistiquement, hein, c'est une vraie statistique. Seulement 20% des gens savent ce qu'ils veulent. Et il faut les deux pour s'orienter. Il faut les deux pour s'orienter idéalement dans le monde, c'est ça? Eh oui. Donc, autant commencer par ce qui est plus habituel. Qu'est-ce que tu ne veux plus? Qu'est-ce que tu veux éviter ou cesser? Toi, tu fais coach et tu fais coach personnel. Je suis sûr que quand tu demandes à tes clients et qu'est-ce que tu voudrais faire, la personne, elle te dit la première chose qu'elle te dit, bah, je ne voudrais plus être comme je suis maintenant. Elle te dit, plus jamais ça. La plupart des gens te répondent comme ça. Et c'est juste humain. Et ça, il faut en tenir compte. Il n'y a rien de mal. Parce que la polarité qui se présente le plus, c'est s'éloigner d'eux. Je ne veux plus ça. Et seulement après, la deuxième question dans la mise à jour, c'est et le contraire de ça, ça serait quoi en fait? Et là, ça devient intéressant. Là, la personne dit, ah, j'avais pas pensé à ça. Donc, c'est intéressant le processus que notre inconscient met en place pour arriver à déterminer un objectif atteignable, un résultat attendu. C'est plus complexe que ce qu'on croit. Il ne suffit pas de se dire ah, je veux être champion. Ouais. Si on prend la séquence d'activation, par exemple, en préparation mentale, c'est important de connaître la séquence d'activation. La séquence d'activation, c'est j'ai fixé un objectif, ça c'est un amour. Ben, tu sais par quoi elle commence? Elle commence par ce que je ne veux pas par rapport à mes valeurs. Je connais mes valeurs, ce qui est essentiel pour moi, ça je le sais, c'est a priori. Dans l'activation, la première chose qu'on se pose, la séquence elle dure quelques fractions de secondes, hein, elle est inconsciente. La première question qui se pose, c'est je ne veux pas ça parce que ça ne correspond pas à mes valeurs. Je veux ça parce que ça correspond à mes valeurs. Et parce que ça correspond à mes valeurs, je m'active. Donc, il faut savoir ce qu'on ne veut pas et ce qu'on veut pour s'activer. Du moment où on rend la séquence consciente, ça devient beaucoup plus facile. Parce que la personne, quand elle est en difficulté, elle peut se dire attends, qu'est-ce qui fait que je résiste? Parce que si je résiste, il y a quelque chose que je ne veux pas. Et si je ne le veux pas, c'est parce que ça impacte une valeur, quelque chose qui est important pour moi. Alors, c'est quoi cette chose importante qui m'empêche maintenant d'aller dans l'entraînement, dans la mise en place d'une stratégie, n'importe lequel des autres aspects du sport de performance, quoi. Ou qui me fait peur, si c'est dans l'affectif, ou qui fait que j'ai un défaut technique que j'arrive pas, dont je suis sûr que j'arriverai pas à le corriger. Une belle croyance, celle-là. Ah non, mais moi, je suis sûr que ça, je peux pas faire. J'arriverai jamais. Tu le dis. C'est auto-imposé. Oui, parce qu'il va savoir qu'est-ce qu'on lui a dit à cette personne-là quand elle avait 4 ans, quoi. C'est clair que c'est un peu plus, il faut un peu prendre de la hauteur et puis aller voir un peu ce qui est derrière, ce qui se cache derrière. Et puis il y a les bénéfices secondaires aussi qui sont importants à déterminer. Je te fais un exemple avec les bénéfices secondaires en coaching, hein, pas en coaching sportif. Les gens qui viennent et disent je vais arrêter de fumer. Ok. Donc en fait, tu veux quoi? Je veux plus fumer. Ok, ça c'est ce que tu veux pas. Et tu veux quoi? Le contraire, ça serait quoi? Je n'avais pas pensé à ça. Ok? Mais si tu y penses maintenant, tu dirais quoi? Je vais me sentir mieux. Tu fais comment pour te sentir mieux? Quand est-ce que tu te sens mieux? Ah, je me sens mieux quand je peux courir 4 km. Ah, donc tu veux courir 4 km, c'est ça ton objectif. Ah ben oui, voilà, c'est ça, je veux être en forme. D'accord. Et après, tu commences à explorer les bénéfices secondaires. Oui, mais quand tu fumes, en fait, qu'est-ce qui te fait plaisir?
dans le fait de fumer. Parce que si tu fumes, c'est que ça te fait plaisir. Il y a des gens pour qui fumer, la pause cigarette, c'est le seul moment de la journée où ils respirent. Intéressant, hein? Donc, si tu dis, ah oui, non, mais on enlève, mais il arrête de respirer si tu enlèves. Donc, qu'est-ce qu'on met à la place pour le faire respirer? Parce qu'il ne peut pas arrêter de respirer. Donc, là, sur les bénéfices secondaires, c'est intéressant de plonger un peu plus en profondeur, d'aller voir ce que la personne exprime. Et la personne, elle te dit tout. Elle te dit tout d'elle-même. Une fois qu'elle est venue, c'est pour résoudre le problème. C'est pour performer, c'est pour aller plus loin, c'est pour être dans l'excellence. Elle ne vient pas comme ça, par curiosité. Aussi parce que ça coûte cher, hein, franchement. Et c'est pas remboursé. Mario, pour toi qui es donc coach, tu es coach de coach, qu'est-ce que tu voudrais voir plus souvent de la part des coachs en général avec qui tu travailles ou tu as eu la chance de travailler? Je trouve déjà que les nouvelles générations, ta génération, c'est des générations qui, moi, me donnent beaucoup d'espoir. Je pense qu'il y a une orientation de la pensée et aussi de la vie émotionnelle qui est, selon moi, meilleure que ce que je voyais il y a 10 ou 15 ans. Plus d'empathie aussi. On se préoccupe plus des personnes qu'on a en face de soi. Et pour moi, ça, c'est un aspect très important. Ne pas oublier que devant, nous n'avons pas des joueurs ou des clients ou des managers, quel qu'il soit le domaine de coaching. Hein. Nous avons des personnes. Et que chaque personne a son point de vulnérabilité ou ses points de vulnérabilité. Et c'est sur ces points-là qu'on va construire la performance, paradoxalement. Donc voilà, je trouve que les nouvelles générations sont meilleures par rapport à ça. Elles acceptent aussi plus d'être sensibles. Et il y a 15 ans, il ne fallait pas être sensible. C'était un truc qui n'était pas bien. Et c'était complètement à côté de la plaque parce qu'en fait, les meilleurs coachs ont toujours été sensibles. Donc, même il y a 20 ans et il y a 30 ans, c'était pareil. Hein, pas... Donc voilà. Pourquoi? Parce qu'ils étaient capables de voir la personne derrière le sportif, la personne derrière le performant. Ce que j'aimerais voir plus, c'est pas se préoccuper en premier lieu du résultat. Pas immédiatement. Se préoccuper plus de l'identification d'un résultat atteignable et écologique. Pas se dire ah, cette année, quoi qu'il arrive, on va gagner ça. Parce que des fois, ce n'est pas possible, tout simplement. Et quand on le découvre à la dernière minute, c'est source de beaucoup de déception. Quoi. Il faut du temps pour revenir en arrière. Alors que si on se dit, mais qu'est-ce qui est aujourd'hui réaliste, réalisable, écologique pour moi et que je peux poser comme un résultat satisfaisant à la fin de ce cycle, par exemple. Voilà, prendre un peu de recul et poser les choses un peu plus avec une attitude, j'ai envie de dire, une attitude un peu plus ouverte, un peu plus d'intelligence, plus de flexibilité. Plus de flexibilité. Parce que je vois que les coachs aujourd'hui, à niveau de leur culture générale, de leur niveau d'instruction, du moins en Suisse, ce que je croise moi, c'est plutôt élevé. Quoi. C'est des gens qui ont une tête bien faite le plus souvent et c'est d'ailleurs un plaisir quand j'ai le privilège de partager mon expérience dans les cours, c'est un plaisir parce que l'interaction est intéressante. On apprend beaucoup aussi. J'apprends beaucoup des gens à qui je suis censé enseigner. Mario, c'était un grand plaisir. Absolument. Écoute, c'était un grand plaisir de parler avec toi aujourd'hui. Tu as mentionné juste avant qu'on commence l'enregistrement, tu vas bientôt publier un e-book. Est-ce que tu peux en parler en quelques mots? Et bien sûr, on mettra le lien dès qu'il sera disponible dans la description du podcast. Oui, alors je suis à la dernière révision. Il devrait être prêt vraiment d'ici quelques jours. Il s'intitule « Le coaching mental de la haute performance durable avec l'approche de la programmation neurolinguistique ». Je sais, c'est long, c'est terrible, mais je préfère ne pas mentir sur la marchandise. Et donc, c'est vraiment ça qu'il y aura dedans. Et c'est un livre
dans lequel j'ai fait l'effort de mettre le partage d'expérience, le moins de théorie possible, disons, et le plus d'expérience partagée possible. Encore une fois, il n'échappe pas à la subjectivité. Hein. C'est ma façon de faire, de voir les choses, avec les personnes qui m'entourent. Mmh. Donc, voilà, avec les athlètes que j'accompagne. Et ça ne peut pas remplacer une formation. Ça ne remplacera pas une formation de coach, ni une formation en programmation de praticien en programmation neurolinguistique. J'espère que ce soit une source d'inspiration pour certains et puis un carnet pratique pour d'autres. Et que ça puisse transmettre des informations utiles, quoi. Voilà. Ça sera en vente en ligne sur mon site. Et puis, ça ne sera pas trop cher, je dis tout de suite. Et ça devrait sortir avant la fin du mois. Donc voilà. Super, bah écoute. J'espère avoir des feedbacks après. On le mettra en lien dans la description du podcast pour que tout le monde puisse aller le trouver. Si des gens veulent te suivre sur les réseaux, suivre un petit peu plus ton travail, où est-ce qu'on peut te trouver, Mario? On me trouve dans des écoles de coaching. Non, je n'arrive pas à me décider à faire des vidéos, par exemple, des petites capsules, des choses comme ça. Mmh. Je pense que je ne suis pas encore suffisamment performant dans ce genre de choses. Donc, on peut me suivre évidemment sur LinkedIn, sur mon site coachingcore.ch. Sur LinkedIn, il y a mon profil personnel, Mario Bucciarelli, et mon profil d'entreprise, Coaching Core. Sur Facebook, il y a un profil d'entreprise aussi, Coaching Core. Voilà. Et j'écris, je publie des billets sur la GFI, version suisse, qui sont aussi en consultation libre sur le web, sur le site agfi.com, où je donne l'avis d'un coach dans un monde qui est un monde de performance, mais très, très, très poussé, qui est le monde de la finance et de l'économie et de l'industrie. Donc voilà, c'est une chose où deux mondes se rencontrent et puis une approche peut-être un peu plus orientée, centrée sur la personne, suscite l'intérêt de personnes qui doivent gérer des systèmes extrêmement complexes. Voilà. Et puis sinon, on vient me voir au terrain, on vient me voir dans mon cabinet, je suis ouvert et je suis une personne assez disponible. Super. En tout cas, Mario, c'était un grand plaisir d'échanger avec toi. Merci d'avoir partagé toute ton expérience et tout ton savoir aujourd'hui. Écoute, merci à toi de m'avoir invité. Je ne sais pas si j'ai partagé du savoir. Mon expérience, oui. Et c'était un grand plaisir de participer à ton podcast et un honneur. C'est toujours bien de pouvoir parler. Je pense que le coaching, c'est un art du futur. Donc, c'est bien de pouvoir en parler et de pouvoir contribuer un petit peu à diffuser la culture du coaching. Voilà, c'est ce qui est un des objectifs principaux du podcast. Donc, voilà, merci d'y avoir contribué encore une fois. Merci à toi. Et puis, que la force soit avec tout le monde. Merci Mario, on en a tous besoin en ces temps difficiles. Allez, ciao. Ouais, ciao, ciao.